Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être sur Télé Africain, ligne de mire, dernier numéro de l'année 2020. 2020, une année qui aura été particulièrement marquée par la pandémie de Covid-19. Durant cette année 2020, les gouvernements se sont mobilisés pour casser la chaîne de contamination de cette maladie qui a mis le monde sans dessous. On verra avec mon invité les différents mécanismes qui ont été mis en relief par le gouvernement de la République gabonaise pour enrayer la propagation de ce virus sur l'ensemble du territoire. On fera également un tour dans l'année 2020 pour évoquer la mobilisation du gouvernement sous l'impulsion du président de la République Ali Bongo Ondimba pour évoquer les questions liées à la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, avant de terminer par le troisième segment de cette émission bilan de l'année 2020, segment politique, pour regarder dans le rétroviseur une actualité récente, notamment ce qui concerne le projet de loi inhérente à la modification de la Constitution de la République gabonaise, le gouvernement qui a voulu apporter des éléments de réponse quant à l'article 13 de cette Constitution, notamment en ce qui concernait la problématique de la déclaration de la vacance temporaire et du principe de la continuité de l'État. Je reçois pour évoquer ces trois éléments majeurs qui ont fait l'actualité dans notre pays. Je reçois Nikez Moulombi. Nikez Moulombi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous revisitions l'année 2020 ensemble. Je précise à l'endroit de nos téléspectateurs que Nikez Moulombi est le président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale et qu'il est également deuxième vice-président du Conseil économique et social et environnemental. Vous me corrigez si je me trompe, Monsieur Moulombi. C'est parfait. Merci beaucoup donc d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous revisitions cette année 2020, pour que nous fassions le bilan de l'année 2020. On aura donc trois tiroirs, comme je l'ai indiqué dans mon propos introductif. Le premier est consacré à la gestion de la pandémie liée à la Covid-19 par le gouvernement gabonais sous les orientations du président de la République, Ali Bongo Ondimba. On sait pour l'histoire que c'est le 12 mars 2020 que le premier cas de contamination à la Covid-19 a été identifié clairement au Gabon. S'en est suivi un ensemble de mécanismes enclenchés par le président de la République, mis en musique par le gouvernement. On est parti d'un confinement partiel à un confinement total. Un ensemble de mesures restrictives, notamment pour empêcher la contamination à une échelle plus importante. Évidemment, des mesures également prises par le gouvernement pour accompagner les compatriotes, tant sur le plan de la lutte contre cette pandémie, sur le plan sanitaire, mais également un accompagnement sur le plan économique. Vous êtes un acteur majeur dans le landerneau de la société civile gabonaise. Je l'ai dit, vous êtes deuxième vice-président au Conseil économique, social et environnemental. Dites-nous comment est-ce que vous avez apprécié cette gestion de la crise sanitaire par le gouvernement gabonais. D'abord, merci de m'avoir invité et pour l'intérêt que vous portez à notre organisation. Nous pensons que sur le cas de la Covid-19, le Gabon a pris des dispositions qu'il fallait sur le plan sanitaire. Bien évidemment, à l'annonce de cette pandémie qui a surpris tout le monde, les populations n'étaient pas suffisamment préparées et nous avons douté un moment de la présence de la force de deuxième catégorie, puisque nous-mêmes, nous sommes montés au créneau, nous avons fait des communiqués de presse pour appeler donc, au gouvernement à revisiter donc, les dispositifs juridiques pour éviter donc, des violations de droits. Et cela a été fait puisque le gouvernement, tout de suite, s'est révisé en allant au Parlement. Donc nous pouvons dire que le Gabon peut être fier d'avoir bien géré cette partie sanitaire liée à la Covid-19. D'abord, au niveau du COPIL, nous y avons tous des informations en temps réel, même si certaines zones, les informations n'apparaissaient pas quand il fallait faire la part des choses entre le Grand Libreville
et les autres endroits, il aurait été intéressant de savoir que dans le nord de Libreville, nous avions telle augmentation, dans le sud, nous avons telle augmentation pour permettre justement aux gens de mieux évaluer et d'éviter d'aller dans ces zones. Mais que cela ne tienne, la communication a permis d'éviter le pire. Parce que je peux vous dire que la Covid-19 est une réalité. Je rentre de l'Afrique du Sud, il y a une augmentation de la pandémie. Ils viennent de ramener le délai autour de 20 heures et certainement que dans quelques temps, ils pourraient probablement fermer si éventuellement la pandémie continuait à évoluer. Nous voyons ce qui se passe en France. C'est bien dommage, sans compter à Londres où il y a double variation. Sauf que de l'autre côté, sur le plan médical, il y a eu donc cette question de la pandémie de la Covid-19, mais il y avait d'autres pathologies. Et là, ça a été la catastrophe parce que d'autres pathologies ont été laissées pour compte. Hein, les malades dialysés, les personnes souffrant avec des tensions, etc. Mais je crois qu'avec l'arrivée du nouveau ministre de la Santé, il y a un rééquilibrage qui est en train d'être mis en place. Et il faudrait aussi saluer le travail qu'a mené aussi les autres acteurs tels que le SAMU social, hein, qui a été sur le terrain en termes de médecine de proximité pour aider les populations, mais aussi la mobilisation des ONG qui malheureusement ont été incompris par le gouvernement alors que les appels avaient été faits, alors qu'il y avait une table ronde qui avait été organisée par le Premier ministre sortant, mais qui n'a malheureusement pas prospéré. Et ça a été vraiment un gâchis à ce niveau. Mais le rôle de la société civile, tant dans la distribution des masques que dans la sensibilisation, a fortement contribué à atténuer les morts qu'on aurait pu compter et qui auraient pu être très graves. Mais pour le Gabon, un mort, c'est déjà de trop. Mais de ce côté, nous pouvons clairement dire qu'il y a eu une mobilisation, une compréhension des compatriotes, mais aussi une réelle mobilisation de la société civile. Mais coup de chapeau aussi aux partenaires au développement qui ont été aux côtés du Gabon, notamment l'OMS qui a joué un rôle important, que nous avons même reçu en audition au Conseil économique, social et environnemental. Nous pensons que cette question est importante. Là où il faut regretter, c'est que pour la Covid a été pris pour beaucoup de pays comme étant une opportunité. Certes, il y a le risque sanitaire qui a été là, mais il faut le voir aussi comme une opportunité sur le plan économique, sur le plan social. On va y revenir. Voilà. Juste pour terminer avec l'aspect lié justement aux différentes politiques qui ont été élaborées par le gouvernement sur le plan de la gestion de cette pandémie dans son aspect purement médical, évidemment. Vous avez égrené un ensemble d'actions menées par le gouvernement, par les acteurs de la société civile, évidemment, puisqu'on a vu une véritable mobilisation de tous les acteurs qui sont dans la chaîne pour freiner la propagation de ce virus-là sur l'ensemble du territoire. On a salué la création d'un laboratoire ultra moderne, le laboratoire du professeur Gaouma, et puis l'ensemble de structures sanitaires sur le territoire qui se sont également muées, qui ont été fournies en matériel pour pouvoir faire des tests de dépistage qui ont été très importants. Parlons de l'aspect économique, puisque vous l'avez évoqué dans votre propos. L'aspect économique également, le gouvernement a mis en place des mécanismes également, une politique pour essayer de soulager, pour être au chevet des populations, notamment des Gabonais économiquement faibles. Il y a eu une grande campagne de distribution des kits alimentaires. Et puis, il y a eu cette gestion également sur le plan économique pour essayer de soutenir les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Quel est votre point de vue? Mais écoutez, là, malheureusement, ça a été un échec. Ça a été un échec parce que à l'annonce mais aussi à la contribution du Fonds monétaire international par les guichets qui ont été mis en place très rapidement, les opérateurs économiques n'ont pas obtenu
en termes de soutien ce qu'elle attendait. C'est valable aussi pour les propriétaires des petits loyers. Jusqu'à aujourd'hui, les gens se sont fait enregistrer, mais beaucoup ne sont pas passés à la caisse. Il y a eu une mauvaise gestion à ce niveau et c'est regrettable. Les dégâts, de toutes les façons, vont se faire ressentir au niveau des PME, PMI, en sachant bien que nous avions déjà un problème du paiement de la dette intérieure. Donc, la Covid est venue aggraver déjà cette situation qui, aujourd'hui, pour ma part, beaucoup de PME et PMI sont totalement sinistrés. Il y a donc nécessité que le gouvernement, pour la fin de l'année et début de l'année, trouve vraiment des solutions. Et en termes même d'accompagnement, prenons une province comme celle de Port-Gentil, le Goué-Maritime, est une province totalement sinistrée. Elle est totalement sinistrée avec la fermeture des entreprises, l'augmentation du chômage, le taux de banditisme qui va avec. Nous avons eu l'impression que le ministère du Travail n'a pas suffisamment sécurisé les employés et de l'autre côté, l'État gabonais n'a pas su mettre les mécanismes qui pouvaient permettre d'accompagner ces entreprises en termes d'accompagnement avec les banques au niveau local, tant sur les prêts. Tout n'était pas que de recevoir les fonds de l'État, mais il fallait ouvrir des guichets auprès des banques, des lignes, et il fallait évaluer les capacités des entreprises déjà, parce que pour certaines, certes, la Covid était arrivée, mais d'autres étaient performantes. Alors, donc, à partir de ce moment, on pouvait bien voir quelles sont les entreprises qui transfèrent systématiquement leurs gains, leurs bénéfices à l'extérieur pour qu'elles puissent répondre dans cet accompagnement et quelles sont les entreprises qu'il fallait soutenir. Mais je pense que les organisations syndicales se sont mobilisées. On a vu le patronat, on a vu la CPG, la CNPG et bien d'autres continuer à monter au créneau. Et dans ce même ordre d'idée, il y a eu aussi qu'à la même période, les entreprises étaient déjà sous pression parce que beaucoup étaient en audit, et beaucoup attendaient des paiements, mais au lieu que de recevoir leurs paiements, il y a eu encore une multiplicité d'audits avec une task force qui a été mise en place, qui a découvert des choses. Mais sauf que aujourd'hui... On va aborder ce point lorsqu'on évoquera la question liée à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Peut-être préciser à l'endroit des téléspectateurs qu'en ce qui concerne la situation de la province de Goué-Maritime et plus particulièrement de la ville de Port-Gentil dont vous avez fait allusion tout à l'heure, parce que la pandémie liée à la Covid-19 est venue accentuer une situation qui était déjà bien morose sur le plan social, compte tenu de la baisse de l'activité pétrolière. On sait que l'activité essentiellement à Port-Gentil est liée à la production de pétrole. Donc quand il y a évidemment cette baisse de la production et le prix du baril de pétrole également qui chute, eh bien, plusieurs entreprises ont mis parfois la clé sous le paillasson et ont dégraissé, donc augmenté le taux de chômage, bien évidemment. Mais il y a donc cet aspect lié à l'accompagnement. Ça n'a pas été le point fort, comme vous l'aviez dit, de ces éléments de réponse que le gouvernement devra apporter pour soutenir notamment les plus faibles. On a vu les petits commerces qui ont essayé de résister par rapport à cette situation bien difficile. Mais globalement, Nikaz Moulombi, c'est une situation qui n'est pas propre au Gabon. À travers le monde, c'est la même situation. Les petits commerces, dans le niveau de la restauration, les tours opérateurs, notamment ce qu'ils font dans le tourisme, ont accusé le contre-coup de cette situation, même si pour la France, par exemple, d'énormes fonds ont été injectés pour relancer l'économie. Oui, pour la France, des fonds ont été injectés, mais est-ce que, M. Stella, sur le plan économique, prenons une province comme celle de l'Ogooué-Maritime, où il y a une activité économique, ou celle du Haut-Ogooué. Mais nous avons déjà un déficit au niveau du transport aérien. Parce que tout simplement, un arrêté du gouvernement ne permet pas d'avoir aujourd'hui des compagnies nationales. Donc, à partir de cet instant, nous avions déjà non seulement la cherté
de coûts de transport, parce qu'il n'y a pratiquement qu'une seule compagnie, et moi-même personnellement sensibilisé par cette question, j'ai dû conduire une délégation du syndicat des transporteurs aériens auprès de l'ancien ministre des Transports, parce que l'ANAC a pris une décision inique qui a totalement plombé le secteur. Donc il y a nécessité aujourd'hui, dans le cadre non seulement de la relance économique, mais surtout de la relance post-Covid, de favoriser le mouvement des personnes pour essayer de relancer l'économie. Donc ça, c'est important. D'un autre point de vue, nous avons vu l'état de nos routes aujourd'hui pour se rendre à Franceville ou pour se rendre dans le Goué-Vindo, c'est pratiquement la croix et la bannière. Bientôt, nous allons tout simplement envoyer de l'argent quand nous allons perdre des parents dans le Haut-Goué parce qu'on ne pourra pas aller par route avec un chemin de fer qui court tous les risques possibles de déraillement. Donc il y a vraiment nécessité d'une grosse réflexion, d'un plan de relance du secteur modal des transports pour essayer de se retrouver. On a vu la route cassée dans le Haut-Goué, mais c'est valable pour la Nyanga aussi. Alors, dans quelques temps. On attend évidemment le projet, l'ambitieux projet initié par le gouvernement sous la férule du président de la République, la transgabonaise. Évidemment, on attend sa matérialisation sur le terrain pour apporter des éléments de réponse par rapport à cet axe routier qui fait tant parler de lui, notamment en ce qui concerne la partie nord-ouest, nord-ouest, est, pardon, du Gabon, la province de Logoué-Vindo, celle de Logoué-Maritime, en passant par la route nationale 2. Je peux parler donc l'ancien tracé dans la Lopé. Bon, je crois qu'une déviation ne passera plus, puisqu'il s'agira de préserver au mieux ce parc national-là qu'est la Lopé, et voie de contournement pour pouvoir ne plus impacter, toucher la Lopé. Vous êtes un acteur privilégié de la société civile et toutes les questions liées au développement durable. Vous savez que c'est très, très important. On va peut-être clore cette première partie, le premier tiroir consacré donc à la pandémie donc de la Covid-19. On l'a dit, vous avez salué les efforts du gouvernement. On rappelle à nos téléspectateurs que malgré le fait que la tendance soit baissière, mais la nécessité de respecter les gestes barrières pour continuer justement à faire reculer ce virus-là pour qu'on puisse en sortir vainqueur de la lutte contre la pandémie liée à la Covid-19. Autre fait majeur, Nikes Monobik ayant marqué l'année 2020 au Gabon, autre actualité ayant surtout défrayé la chronique, ayant fait les choux gras des médias traditionnels et même sur les réseaux sociaux, j'ai même envie de dire surtout sur les réseaux sociaux, c'est l'actualité relative à la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Jamais de mémoire de Gabonais, des personnalités de la haute administration n'avaient été mis sous les geôles, n'avaient été envoyés en prison parce qu'ayant été pris quasiment en flagrant délit de détournement de deniers publics. On a vu, et le symbole de cette lutte contre la corruption-là, ça a été quand même le fait que celui qui était considéré comme étant, jusqu'à un passé récent, la cheville ouvrière des institutions après que le président de la République ait connu des ennuis de santé, évidemment, son directeur de cabinet, Brice Lacruche Alianga, qui aujourd'hui est en prison. Quel est votre regard pour parler d'abord de cet aspect-là? Le fait que le président de la République ait envoyé un signal fort en permettant à la justice de faire son travail, de ne pas être partial et de mettre même sous les verrous ceux qu'on considérait encore il y a quelques années comme étant des intouchables. Écoutez, je pense que sur le plan de la moralisation, c'est une bonne chose. Et nous ne pouvons qu'encourager cela. Nous pensons aussi qu'en tant que société civile, il revient maintenant à la justice de démontrer son indépendance dans le rendu. Et ce qui est aussi important... Le rendu des jugements. Le rendu des jugements. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on parle quand même, pour certains, des gros sous. Donc, des milliards, plusieurs milliards de francs. Plusieurs milliards. Il est important que la justice nous démontre son indépendance
et sa capacité à rendre, à faire donc ses rendus au nom du droit et nous dire aujourd'hui combien l'État a pu récupérer dans les caisses du Trésor public. Dès lors que nous n'aurons pas cette transparence, cette lisibilité, on restera dans le flou et on pourrait verser dans ce qu'on pourrait appeler des règlements de compte. Ou de la politique spectacle. Ou de la politique spectacle. Certainement, à tort ou à raison, mais il y a quand même une réalité. C'est que nous devons concourir à bannir cette question de corruption qui, ma foi, baisse chaque jour les notations du Gabon. Hein. Pas plus tard, il y a quelque temps, nous-mêmes, nous sommes sortis de notre réserve pour appeler à la haute attention du chef de l'État sur ce qui se fait dans le secteur, par exemple, de la forêt. C'est invraisemblable qu'on ait fait baisser des membres du gouvernement, qu'on a donc enlevé certains ministres sur des questions de bois, avec près de 380 conteneurs sur le phénomène appelé le Kevazingo Gate, et qu'au jour d'aujourd'hui, aucun citoyen ne puisse savoir où est parti l'argent de la vente de ces produits illicites. Et ça ne crédibilise pas la vision, les efforts du chef de l'État qui veut effectivement lutter dans ce sens. Donc là, il y a problème sur les 380 conteneurs. Et dans l'examen de la loi des finances, on aurait dû enregistrer le produit donc, de cette vente en recette. Mieux encore, nous passons de ces 380 conteneurs, puisque vous en parlez, sur ce que nous avions déjà appelé à l'époque des précédents gouvernements la délinquance forestière, qui se poursuit actuellement aux eaux et forêts, sous le leadership des personnes pour lesquelles on aurait pu se dire enfin nous sortirons de là. Mais comment comprendre ça justement, Nikes Moulumbi, quand justement certains ont salué l'arrivée à la tête de ce département ministériel, celui des eaux et forêts de Lee White, professeur Lee White, qui est quand même un acteur majeur dans ce domaine, parce que ayant été à la manœuvre avec Mike Fay pour élaborer un travail de qualité qui a emmené le président Omar Bongo Ondimba à pouvoir créer 13 parcs nationaux et consacrer 11% du territoire justement à la préservation de ces écosystèmes-là. Il est biologiste, il connaît la forêt sur le bout des doigts. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Est-ce que ça ne veut pas dire simplement que les habitudes ont encore la dent dure? Écoutez, les habitudes n'ont pas la dent dure parce que, en ce qui nous concerne, en tant qu'acteurs de la société civile, notre rôle, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner les efforts de développement de nos États, de notre pays et de notre gouvernement. Quand vous vous adressez à un ministre et que vous envoyez des signaux et qu'en retour, ce n'est pas fait, cela pose problème. Aujourd'hui, il y a plus de 19 personnes enfermées avec une enquête qui est diligentée. Sauf que nous parlons là... 19 au cadre du ministère des Eaux et Forêts. Non, des secteurs privés et quelques agents des Eaux et Forêts aussi. D'accord. Voilà. Sauf que nous parlons là du phénomène des bois abandonnés, où lui-même a dit que ces bois abandonnés apporteraient à l'État X milliards. Nous avons examiné la loi des finances, rien d'inscrit. Rien d'inscrit. Et les bois se sont vendus, et les bois se vendent. Cela pose problème. Ça veut dire qu'il y a une corruption endémique qui, malheureusement, a touché l'ensemble des dirigeants de ces départements. L'ensemble de la chaîne de responsabilité. L'ensemble de la chaîne de responsabilité. Au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Vous me posez la question, oui, il a été... Oui, sur le plan scientifique, c'est peut-être un très bon scientifique, mais il y a la gestion de la science et il y a la gestion de la chose publique. Mais est-ce que ce n'est pas un travail de longue haleine, celui de pouvoir justement démanteler tous ces réseaux de faussaires, cette espèce de pègre qui a été mise en place justement au niveau de ce département ministériel, qui, faut-il quand même le rappeler, Nikes Moulumbi a été l'un des plus gros employeurs, sinon le plus gros employeur de l'État il y a encore quelques années. Oui, tout à fait. Mais ceci, vous ne pouvez le démanteler que si vous vous entourez des hommes avec grand H, femmes et hommes d'une certaine probité. Mais quand vous avez votre direction générale en charge de la forêt engluée dans le vol, c'est grave. Je vous dis
que moi je suis aujourd'hui, je viens de la société civile, je suis président d'une institution comme le Conseil économique et social, moi je parle avec les preuves. Je vous dis que j'ai saisi personnellement Madame le Premier ministre, où j'ai envoyé des éléments. Il y a une violation des textes et il y a un encouragement à la corruption. Les gens doivent répondre. Cela ne veut pas dire que nous avons des problèmes personnels avec M. Liwat, avec qui nous avons de très bons rapports, mais nous pensons que la gouvernance est passée à l'échec et la délinquance forestière se poursuit. Il y a quelques jours, je ne citerai pas les contemporains, j'ai dû appeler personnellement des patrons de services pour demander d'aller arrêter ce qui se poursuivait à Bitam. Mais c'est avec la bénédiction de qui? C'est avec la bénédiction de la Direction générale des forêts. Qu'est-ce qui se passait à Bitam? Mais il se passait à Bitam que des bois conflictuels qui sont arrêtés dans le cadre de l'opération récupération des bois abandonnés, alors qu'une enquête se poursuit, des gens continuent à aller récupérer des bois. On a envie de comprendre, pour permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée précise. Vous êtes le spécialiste. On est profane. Le bois abandonné, c'est un bois abandonné parce qu'il n'est pas de qualité. Pourquoi ce bois est-il abandonné? Le bois est abandonné parce qu'il a été coupé de manière illicite. C'est simple. Vous avez un permis forestier. Vous avez une concession aménagée. De cette concession, vous coupez votre bois selon vos besoins et vos commandes dans une zone X. La coupe des bois doit obéir aux normes. Voilà. Et vous vous rendez compte que des tierces personnes sont allées couper du bois dans votre concession. Vous allez vous plaindre. Ce bois devient un bois conflictuel. Donc, il doit rentrer, toute coupe doit rentrer dans le cahier. Et à partir de cet instant, l'administration, puisque vous avez déjà payé vos taxes de superficie, sauf qu'on est venu couper votre bois dans votre concession, au lieu que l'administration vous remette votre bois, poursuive ceux qui ont coupé ce bois, envoie ces personnes en justice, l'administration des eaux et forêts va récupérer ce bois comme étant leur bois et nous nous trouvons dans une arlésienne. Va donc le commercialiser. Voilà, va donc le commercialiser en totale concurrence avec l'opérateur économique. C'est impensable que nous puissions vivre cela au moment où nous avons une personnalité reconnue en termes de qualité scientifique comme le ministre Liwat. C'est impensable. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pour ça que nous sommes sortis de notre réserve. Alors, la faiblesse à ce niveau-là, Nekez Monumbi, elle est sur le plan de la législation? Non, la faiblesse, est-ce qu'elle est sur le plan de la législation? Non, la faiblesse, c'est le pas du gain. C'est le pas du gain. C'est le pas du gain, simplement. La faiblesse, c'est le pas du gain. La faiblesse, c'est le manque de transparence. La faiblesse, c'est refuser de mettre tous les acteurs qui concourent à la transparence de la ressource extractive autour de la table et faire arrêter cela. C'est pour ça que nous nous sommes adressés au chef de l'État pour qu'il convoque rapidement un conseil présidentiel du climat et de la forêt pour qu'on puisse lui dire ce que son gouvernement lui a caché et ce que les personnes à qui il a confié une parcelle de son pouvoir lui ont caché. Et c'est vraiment regrettable ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur forestier. Allez-y interroger les différents syndicats, ils vous diront les problèmes qu'ils subissent. Et je vais vous donner, dans le cadre de l'exploitation illicite de forêt, nous avons aujourd'hui, le chef de l'État a mis un outil performant qui fait la fierté de notre pays. C'est l'agence d'observation spatiale AGEOS. Comment expliquez-vous que nous avons une agence d'observation spatiale qui peut vous dire en l'instant T que nous sommes à Télé Africa en train de faire une émission et qu'il y a autant d'exploitation illicite de bois alors que cette agence prélève de l'argent chez les forestiers pour observer. Finalement, on observe quoi? Nous pensons qu'il y a une mauvaise gestion du secteur et le gouvernement a besoin de se ressaisir. Alors, et ce que nous vous disons, nous l'avons même relevé. Nous l'avons même relevé dans l'analyse de la loi des finances et au niveau du budget. Ça veut dire qu'on aurait eu aujourd'hui, dans l'analyse de la loi des finances, une fois de plus, une inscription de l'opération des bois abandonnés, tant au bord des berges, tant retenus pour exploitation illicite. Il n'y a rien de cela, mais les bois
sont allés. Alors, il y a évidemment ces efforts qui sont déployés pour tordre le cou à ces mauvaises pratiques en matière de lutte contre la corruption. La dernière à mettre à l'actif du gouvernement, c'est certainement ce guide pratique de lutte contre la corruption élaboré par le ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui a à sa tête Maître Nkea, qui fait œuvre de pédagogie en faisant le tour des différents départements, des différentes administrations pour sensibiliser quant à la lutte contre la corruption. Comment vous prenez cette initiative? C'est le Gabon qui se dote davantage des outils devant performer sa volonté de lutter contre la corruption. Ou vous pensez aussi que c'est du folklore? Nous pensons que nous avons aujourd'hui un dispositif à la matière. Nous avons la commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, notamment la Cour des comptes. La Cour des comptes. Ouais. Et vous savez que récemment, la Constitution a donné des missions au Parlement gabonais, donc aux deux chambres du Parlement, en termes d'évaluation des politiques publiques. Il revient au Parlement de faire l'évaluation des politiques publiques sur la base des enquêtes parlementaires et sur la base des évaluations. Les gens peuvent être présentés devant la justice. Mais comment expliquer justement cette espèce d'atonie ou bien le fait que le Parlement gabonais soit généralement aphone sur ces questions que la société civile dénonce avec véhémence? Vous venez là de dénoncer une fois de plus toutes les malversations de la corruption qui gangrènent le ministère des Affaires des Eaux et Forêts, sans que le Parlement ne s'auto-saisisse pour justement faire la lumière sur ces détournements. À la décharge du Parlement, monocolore ou pas, ils viennent d'abord tous d'une même famille politique. Mais le chef de cette famille politique-là est en train justement de battre le fer contre ces pratiques déviantes-là. Mais s'il est seul à vouloir quitter le bateau dans l'amélioration de cette gouvernance, alors que les 99% se tiennent parce qu'ils en ont fait de la forêt leur rente personnelle, cela devient difficile. Et c'est pour ça que je voudrais peut-être rebondir, si vous le permettez. Allez-y. Dans le cadre de la modification constitutionnelle, notamment en phase avec la partie du Sénat, dire que si quelque chose peut retenir mon attention, c'est le fait que le chef de l'État devrait être amené à nommer... Vous anticipez un peu, ce sera le troisième volet de notre émission. Mais donc, pour vous dire simplement que sur le cas de la forêt, certes, le ministre Nkea est là pour mettre en place les politiques. Ce n'est pas à lui à le faire. Il y a la commission pour l'enrichissement illicite qui doit se mettre en action très rapidement. Elle a certainement besoin de revisiter ces textes pour qu'elle puisse elle-même ester. Parce que l'autre difficulté, c'est qu'une fois qu'elle a ouvert les dossiers et que les dossiers sont transmis auprès du procureur de la République, libre au procureur de la République de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et donc, il y a nécessité. Mais nous pensons que ce qui se fait doit faire prendre conscience à chaque citoyen que si un directeur de cabinet d'un chef d'État a répondu et se trouve aujourd'hui devant la justice, même si les Nations Unies demandent la libération, parce que les dossiers ont été certainement mal montés, les uns et les autres, dans leur part de responsabilité, doivent faire extrêmement attention. Alors, mais nous pensons que le ministre Nkea a, par les eaux et forêts, par le fait que des agents des eaux et forêts sont enfermés actuellement, a donc là la possibilité de faire ouvrir des enquêtes au niveau du ministère pour se rendre compte de l'implication, du niveau de l'implication de la direction des eaux et forêts et de ce ministère. Alors, pour rester dans ce domaine, dans ce registre-là lié à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption, je me permets de chausser mes lunettes et de rappeler évidemment cette task force qui a été mise en place et qui a permis justement de faire un travail en profondeur par rapport à la dette intérieure et qui a permis de relever que à peu près 500 milliards de francs CFA, de fausses factures ont été découvertes. Il y a également la création par le gouvernement
de plusieurs organes de contrôle, notamment l'Autorité nationale de vérification et d'audit. Donc on voit là que le Gabon, quand même, essaie de se doter d'outils, de moyens qui lui permettent d'être efficace davantage dans le domaine de la lutte contre la corruption. C'est à saluer aussi. Oui, pour l'autorité nationale, c'est vraiment à saluer. Vous savez, moi, dans le cadre de nos activités associatives, nous avons été nominés dans le cadre de la transparence et la bonne gouvernance par le gouvernement américain. Et donc nous avons été aux États-Unis et en allant visiter les instruments et les outils de gouvernance, il y a ce qu'on appelle le vérificateur général, donc l'inspecteur général. C'est un peu le rôle que va jouer l'autorité de vérification. C'est une très bonne chose. Par contre, ce qui est à regretter, pour ma part, c'est vraiment cette task force qui a été mise en place, qui a certainement fait un travail de vérification, mais qui ne doit pas être, dont les résultats ne doivent pas être utilisés parce que cette task force s'est mise à côté du ministère public. Donc vous vous doutez de l'indépendance de cette task force? Dès lors que le ministère public était là, tout est annulé. Constitutionnellement, normalement, la Cour constitutionnelle devrait annuler toute poursuite qui pouvait se faire ou qui doit se faire sur la base des résultats de cette task force. On n'avait pas besoin d'avoir le procureur de la République. On n'avait pas besoin d'avoir le parquet là. On avait besoin d'avoir des fonctionnaires prêtis d'une certaine connaissance. Mais est-ce que ça remet en cause le résultat du travail, le fait qu'on ait découvert plus de 500 milliards de fausses factures? Est-ce que ce n'est pas ça le plus important, au-delà de la forme? Monsieur Stella, le plus important, justement, si aujourd'hui, les Nations Unies, la Commission demande la libération, c'est parce qu'à la base, des dossiers ont été certainement mal montés. Il y a certainement des questions de fond, il y a certainement une vérité. Mais nous devons éviter d'aller dans la précipitation. C'est une bonne chose, hein, mais malheureusement, je puis vous dire, je ne suis pas juriste, si vous commencez à poursuivre les chefs d'entreprise qui, eux, sont passés devant une commission légalement constituée et qui a droit de poursuite, pour cette task force, les résultats ne peuvent pas être poursuivables devant la justice parce que simplement, il y a eu l'association et la présence du parquet qui n'avaient pas besoin d'être là. Nekes Molombe, est-ce que vous encouragez le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à aller plus loin justement dans sa volonté de lutter contre la corruption? On a parlé des CO responsables de l'administration publique qui sont aujourd'hui sous les verrous, qui sont donc en prison. Évidemment, le dernier qui a fait la une des journaux, c'est bien l'ancien maire de Libreville, Léon Drenzué, qui a été remplacé il y a quelques jours par Jeune Ba, qui est désormais le maire de la ville de Libreville. Vous encouragez le président de la République à aller plus loin, à mettre la main sur tous les délinquants en col blanc? Mais écoutez, qui pilulent dans la République? Au deuxième mandat du chef de l'État, sans vouloir faire de la publicité ici, allez-y consulter les archives d'Africa 24, nous invitions le président de la République à cette époque de construire une allée autant pour moi, nous invitons le président de la République de construire une allée à la prison centrale pour accueillir les personnes que lui-même a nommées parce que nous savions que la corruption allait courir. Nous l'avons dit. Et à son temps, on nous a traités de tous les noms. Aujourd'hui, ça n'a pas tardé. Ce sont des personnes de son entourage. Mais je peux vous rassurer que ça continuera parce que la société civile s'est organisée et nous avons monté des dossiers quand nous demandons au chef de l'État d'organiser un conseil présidentiel sur le climat et la forêt en suggérant que la Commission nationale de l'enrichissement illicite soit présente, que la nouvelle agence d'investigation soit présente, que le Conseil national de sécurité soit présent et que les autres départements soient présents, c'est parce que nous voulons faire arrêter cette corruption qui n'honore pas l'image de notre pays et les efforts que nous tous nous faisons. Vous, la presse, nous, les ONG, et certainement certaines personnes du gouvernement. Donc, nous ne pouvons qu'encourager le chef de l'État et nous demandons à la justice de prendre ses responsabilités
et d'aller jusqu'au bout de leur logique. Et quand nous savons que telle personne est poursuivie pour des détournements, ce qui est important pour nous, c'est de savoir combien il a utilisé, combien reste et quel est le circuit du retour de cet argent dans les caisses de l'État. On va terminer, Nikes Molombe, sur ce second volet de notre émission sur l'actualité relative au retour prochain de Gabon au sein de l'initiative de transparence des industries extractives. Le Gabon en est sorti il y a quelques années, je pense. Comment vous appréciez, parce qu'on sait que vous êtes un acteur majeur de cet organe-là, que vous avez toujours appelé de tout votre vœu qu'il y ait une transparence dans la gestion des ressources minières, même dans le domaine du développement durable de l'environnement. On vous a vu souvent être au devant de la scène pour mener des combats, pour obliger certaines entreprises à déclarer notamment ce qu'elles gagnent, à faire la lumière d'ailleurs sur leur gouvernance. Comment vous réagissez ? Déjà, je voudrais remercier le chef de l'État qui a pris en compte l'appel de la société civile à faire revenir le Gabon à l'initiative pour la transparence des ressources extractives, mais aussi remercier un partenaire qui a accompagné la société civile, a amené aussi le gouvernement à repartir, notamment le Fonds monétaire et son représentant Marcos, avec qui nous avons eu plusieurs conférences, de vidéoconférences, et déjà sous le ministre Régis Imongo, il y a eu cette déclaration, et aujourd'hui le groupe d'intérêt est mis en place. Nous souhaitons simplement que le nouveau président du groupe d'intérêt lance un appel à candidature pour recruter un secrétaire technique permanent, parce que c'est une question technique. Hein? Je ne doute pas sur la capacité de Madame le secrétaire général. Vous avez exigé semble-t-il, des préalables, je pense. J'ai eu dire non, 5 préalables pour justement emmener le Gabon à réintégrer cet organisme-là dans les meilleures conditions. Non, nous n'avons pas exigé des préalables. Il y a eu une vidéoconférence avec le Fonds monétaire et le représentant de l'initiative ITI pour la zone Afrique francophone qui souhaite avoir d'autres exigences. Par exemple, la désignation, même si nous avons eu une élection, comment ce processus s'est tenu pour la désignation des membres de la société civile, pour éviter justement une collusion. Hein, si ces membres de la société civile sont au fait donc, des principes en matière de transparence et de gouvernance, mais aussi au niveau donc, des représentants, et donner vraiment une chance au Gabon de se relancer. Et l'idée pour nous, nous pensons que le chef de l'État a bien fait en demandant au gouvernement de poursuivre ce processus après l'annonce en Conseil des ministres. Au sortir du post-Covid, nous avons besoin de relancer notre économie, et nous pensons que cette initiative permettra d'augmenter la transparence des ressources extractives. Ce qui n'est pas, là, quand nous parlons de corruption, ce n'est pas uniquement la partie étatique, pas uniquement la partie État, il y a aussi la partie secteur privé. Est-ce que vous vous rendez compte que quand une entreprise pollue, pour dépolluer, c'est des milliards. Mais quand vous avez une administration comme celle de l'environnement qui laisse faire, pour parler rien que de la pollution de Perenco, hein, avec un impact sur 5, 10, 15 prochaines années, ça veut dire que nous encourageons la corruption parce que nous permettons à cette entreprise de partager les dividendes, alors que ces dividendes auraient pu permettre non seulement de réhabiliter les zones polluées et d'appuyer les communautés dans les activités génératrices de revenus, puisqu'elles n'ont plus accès à la ressource. Donc la question de la transparence est importante. Et avec ITI, tous ces points sont vus et revus. Et donc la société civile, je voudrais vous dire, beaucoup ont crié en me voyant à côté de mon collègue
Marc Ona, mais il est tout à fait normal. De Brent Forest. De Brent Forest, mais il est tout à fait normal et légitime que nous nous retrouvions quand la situation devient grave. Et nous vous disons que la situation de la délinquance forestière est devenue grave, que nous n'avons pas eu le choix que de taire nos petites divergences, car ce qui nous rapproche en tant que pays est plus fort que ce qui peut nous diviser. Et donc, j'ai été heureux que mon collègue soit venu à notre siège et que nous ayons tenu donc cette déclaration. Et nous continuons à être sur le terrain pour que toute la lumière soit faite sur ce domaine. Nikes Molombi, on va ouvrir le troisième et dernier tiroir de notre émission. Il est lui consacré à la politique, à l'actualité politique. On revisite donc les faits majeurs qui ont marqué le Gabon en 2020 sur le plan politique. On va dire deux faits importants. Le premier à cheval entre le côté judiciaire et politique, puisque les politiques s'en ont saisi aussi. C'est le point relatif à la modification du code pénal, la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Plusieurs voix se sont levées, autant bien sur le landorno politique qu'au niveau de la société civile, même dans le milieu ecclésial, religieux, évidemment, pour les uns saluer l'initiative et pour les autres condamner fermement ce que d'aucuns ont interprété comme une forme de légalisation de l'homosexualité. Mais le gouvernement a fini par s'expliquer et dire qu'il ne fallait pas confondre dépénalisation et légalisation. Comment Nikes Molombi a apprécié? D'abord, sur ce plan, c'est d'abord des questions de droit, mais le Gabon ne vit pas en vase clos. Mais il y a aussi la question culturelle. Sur la question culturelle, on peut bien comprendre les réactions des compatriotes, les réactions des populations, les réactions de l'Église, puisque l'Église y condamne, et encore que même au niveau de l'Église, vous avez des tendances qui sont pour et qui sont contre. Mais nous sommes quand même au Gabon et nous avons des questions culturelles à préserver. Mais sauf que le Gabon ne vit pas en vase clos. Le Gabon vit dans un monde ouvert et il se trouve que le Gabon a signé un certain nombre de conventions. Hein. Et le Gabon est aux Nations Unies et malheureusement, nous sommes obligés d'évoluer sur un certain nombre de domaines. Mais comme vous venez vous-même de le dire, le Gabon n'a jamais légalisé cela et nous avons vu ce qui s'est passé il y a quelque temps à Makoko où de jeunes dames ont voulu s'exercer et elles ont été tout de suite condamnées. C'est la preuve que le Gabon ne l'a pas fait. Donc je pense que la question culturelle reste. Il suffit maintenant à chaque parent de continuer à conscientiser, à sensibiliser leurs enfants. C'est valable aussi pour l'Église qui doit continuer à jouer son rôle de pédagogie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un choc? Est-ce que vous pensez qu'il y a un choc Oui, il y a eu un choc de culture, il y a un choc de civilisation, il y a un choc de civilisation, ce qui est tout à fait légitime. Je vous dis que sur le plan culturel, c'est impensable, mais le Gabon ne vit pas en vase clos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez aussi que nous avons besoin de sensibiliser et de continuer à faire de la morale autour de nous, mais il y a aussi la pression mondiale, il y a aussi des lobbies. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on vous dira, ben, écoutez, pour obtenir tel financement ou pour être appuyé sur tel programme, il va falloir que votre pays prenne une loi contre les minorités ou contre ceci ou contre cela. Donc, il y a des choses aussi à prendre en compte. Mais je pense que le débat a évolué. Il revient maintenant à chacun de s'assurer que nous n'allons pas vers ce qu'on peut appeler des déviations sur le plan culturel et sociologique. Le Gabon, qui a actuellement un siège au sein de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies, le Gabon qui a donc ratifié des conventions, comme vous l'avez bien dit, visant à pouvoir protéger les minorités, c'est évidemment l'élément essentiel mis en relief par le gouvernement pour justifier cette modification de la disposition du code pénal, donc qui a emmené à la dépénalisation de l'homosexualité et non à la légalisation justement de la pratique dans notre pays. Vous voulez terminer sur ce point-là? Oui, oui, mais vous savez, la protection des minorités et la protection des minorités va au-delà
que des questions de genre. De genre ou de sexualité. Ce qui est important, nous disons qu'il y a eu un choc culturel, il y a un choc sociologique, c'est légitime. Mais je répète que le Gabon ne vit pas en vase clos. Le Gabon ayant signé et le Gabon appartenant à des institutions comme les Nations Unies ne pouvait pas être en marge de ces débats. Il y a encore des pays où la religion est encore très forte, très imprégnée, mais certainement que les choses évolueront. Notamment dans des pays islamiques, où évidemment voilà, la charia existe. Oui. Il revient donc, et nous comptons sur le rôle de l'Église et le rôle des parents pour que nous puissions tenir la barque. Maintenant, sur... le deuxième point, évidemment, ayant marqué l'année 2020 au Gabon, toujours sur le plan politique, c'est celui évidemment relatif à la modification de la Constitution de la République. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, avait à proposer des éléments de réponse pour venir combler un vide constaté dans la Constitution, ce qui concerne la vacance temporaire. Vous connaissez l'histoire, évidemment, il s'agissait... Écoutez, l'histoire c'est l'article 13. Voilà. L'histoire c'est l'article 13 et nous savions qu'à un moment ou à un autre, il fallait combler ce vide de l'article 13. D'abord, il faudrait saluer le rôle de l'opposition gabonaise. L'opposition gabonaise, dans ce sens, a joué son rôle d'opposition. Il faudrait aussi saluer, un tant soit peu, la maturité et l'élévation de l'esprit du président de l'Assemblée nationale qui est sorti pour venir constater donc, le refus pour l'opposition et notamment les parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale à jouer ce rôle. Donc l'opposition a été dans son rôle de s'opposer. Ça, c'est tout à fait légitime. Maintenant, la loi est passée devant les deux chambres du Parlement et en Congrès. Le peuple gabonais attend voir maintenant la constitutionnalité que cela sera fait. Donc, à partir de ce moment, le débat a évolué. Sauf qu'il se trouve que dans notre pan, notamment au niveau du Sénat, cette modification permettra au chef de l'État... La modification qui permet au président de la République de pouvoir nommer des sénateurs. De pouvoir nommer des sénateurs. À partir de cet instant, il est peut-être important qu'à ce niveau, le président de la République tienne compte aussi à la fois des minorités, des personnes vivant avec un handicap, des acteurs de la société civile, des syndicats, des ONG, des personnalités, mais dotées d'une certaine probité, capable de mener le dialogue et capable de défendre des intérêts. Alors, je vous fais réagir rapidement sur cette question, toujours évidemment, sur une proposition faite par un acteur politique il y a 24 heures, Guy Christian Mavioga, pour ne pas le citer, président du Bloc démocratique chrétien, qui a fait une proposition en disant ouais, mais bon, ce serait peut-être bien que le président de la République, en ce qui concerne son pouvoir de nomination de sénateur, qu'il mette en place la règle des 3 tiers, on va dire 1 tiers pour le PDG, 1 tiers pour l'opposition, 1 tiers pour la société civile. Qu'en pensez-vous? Mais écoutez, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous savez, le Gabon, ou j'allais dire au niveau de la gouvernance gabonaise, le gouvernement n'a pas encore compris que la société civile doit être et peut être considérée comme un acteur de développement. Mais en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, mais pensez-vous, et même au Gabon, pensez-vous que s'il n'y avait pas un intérêt certain, on aurait des VVF, on aurait des WCS, on aurait d'autres organisations qui sont là, qui emploient des gens, qui les payent. Mais tout ceci parce qu'ils sont accompagnés par leurs États. Donc ça ne sert à rien d'avoir une gouvernance conflictuelle entre les ONG, la société civile et le gouvernement. Ça ne sert à rien. Moi, je suis heureux quand je suis auditionné au Parlement gabonais, devant 120 députés, pour poser un certain nombre de problèmes. Parce qu'il se trouve que ce sont des élus, ce sont nos représentants, mais ils arrivent de divers horizons. Et tous n'ont pas
la photographie des problèmes. Et c'est pour ça que cette nouvelle forme au niveau du Sénat pourra certainement permettre un nouveau dynamisme, mais surtout mettre des questions et aller sur des résultats probants. Donc, toute proposition qui concourt à intégrer la société civile est la bienvenue, et nous l'avons dit dès l'entame du premier mandat du chef de l'État. Moi, j'ai eu l'opportunité et la grâce d'être reçu la seule fois aux États-Unis, parce que nous étions invités avec quelques collègues par le gouvernement américain, et le chef de l'État nous faisait l'honneur de nous recevoir. Mais je peux vous dire qu'en évaluation, toutes les instructions qu'il avait données, entre 5 et il n'y a même pas 4 qui ont été mises en œuvre. Et si vous avez des acteurs de la société civile, elles sont là pour pousser, parce qu'elles savent faire la part des choses entre la politique politicienne et la politique de développement. Nikes Molombi, on a regardé dans le rétroviseur depuis le mois de janvier 2020, on a fait le bilan des événements qui ont marqué l'année 2020 au Gabon. Dans quelques heures, ce sera 2021. Quel est votre mot de fin par rapport à cette année nouvelle qui pointe à l'horizon? À minuit, on sera en 2021. Comment est-ce que Nikes Molombi voit 2021? Mais 2021 devrait être une année de sérénité. Parce que c'est le moment pour moi, humblement, d'appeler les politiques de s'élever et d'être au-dessus de certaines contradictions qui puissent permettre à notre pays de continuer à sombrer. Nous avons eu la Covid. Pour éviter que notre pays puisse sombrer. Voilà, nous avons eu la Covid et je puis vous dire que, Dieu merci, nous avons réussi à stabiliser tous les acteurs confondus, mais il est important de soulager la douleur des Gabonais. Le Gabonais souffre. Monsieur Snella, modestement, en tant que vice-président du Conseil, j'ai de la famille, je reçois. Avant de venir ici, j'ai eu 30 personnes devant ma porte. J'ai eu 2-3 coups de fil, parce qu'il faut aider, parce qu'il faut donner. Nous ne travaillons plus pour nos épouses, nous ne travaillons plus pour nos enfants, mais nous travaillons pour la communauté. Ça devient grave. Et donc, si nous devons travailler pour la communauté, il faut permettre aux Gabonais de repartir à la terre. Et c'est pour ça que nous nous battons. Et c'est pour ça que nous refusons que le gouvernement se lance dans le développement des plans d'affectation de terre sans la société civile. Ça va être les prochains conflits. Ce ne seraient pas des conflits politiques, mais ce seraient des conflits liés à la terre. Et donc, notre invite en tant que société civile, c'est d'améliorer le réseau routier. Il est difficile de se rendre aujourd'hui dans le Haut-Ogooué, dans le Goué-Vino. Il est difficile aujourd'hui pour un fonctionnaire qui commence à peine, ou pour quelqu'un qui commence à peine dans le secteur privé, qui a 300 000 francs de salaire, de manger du poisson. C'est inadmissible. Alors que nous avons des scientifiques aujourd'hui dans les départements ministériels, mais le poisson coûte excessivement cher. C'est bien que de faire de la conservation en tant qu'écologiste, mais je refuse de faire de la protection au détriment des populations gabonaises. Je refuse aussi de se lever en disant tuons 300 éléphants ou 400 éléphants chaque année alors que nous n'avons pas préalablement fait des études. Où va l'argent de la conservation? Voici tout le débat. Où va l'argent de la conservation? Ce n'est pas une question de conflit avec le gouvernement. Le gouvernement gabonais a mobilisé de l'argent. Comment voulez-vous que moi je puisse accepter que le gouvernement demande qu'on donne 500 millions de francs au ministère des Eaux et Forêts ou au ministère de l'Agriculture pour faire le plan d'affectation des terres, alors que la conservation nous a permis de mobiliser de l'argent à l'international et cet argent n'est pas inscrit dans la loi des finances. Votre souhait pour 2021? Notre souhait pour 2021, c'est que le président de la République doit augmenter la transparence et doit faire un effort sur la gouvernance et qu'il doit savoir que la société civile sera là pour l'accompagner dans son programme de salubrité publique et pour la lutte contre l'enrichissement illicite et la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Nikes Molombi. C'était votre mot de fin. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africain, de Ligne de Mire, pour que nous revisitions l'année 2020. Je rappelle que vous êtes
président du ROCEVAC, le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, et deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Meilleurs vœux pour 2021. Merci, meilleurs vœux à la presse et meilleurs vœux à Télé Africa qui continue. Et ça a été pour moi un plaisir. 10 ans après, nous n'avons plus une émission tous les deux. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le dernier numéro de Ligne de Mire de l'année 2020. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée.